peut-être que, avant d'entamer les discussions, rentrer dans la discussion, on peut commencer par se demander qu'est-ce que le contenu local et pourquoi est-ce qu'il est important. Donc si on regarde la vision minière africaine, le code minier de la CEDEAO, bien le code minier de l'UEMOA tel que révisé récemment, on se rend compte rapidement que tous ces différents textes parlent du contenu local. Donc le contenu local est évidemment quelque chose de très important qui est un enjeu de taille pour tous les gouvernements concernés. Donc comment définir le contenu local? Il y a plusieurs manières d'aborder la question. Il y a une définition que j'ai lue qui vient de la législation sénégalaise qui m'a interpellé, que je vais vous lire si vous me le permettez. Donc le contenu local, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent le développement du tissu industriel et commercial local, ainsi que des compétences nationales à partir de toute la chaîne de valeur de l'industrie minière. Donc ça, c'est une définition élégante à mon sens, mais si on veut rentrer un peu dans le pragmatisme, on peut se poser la question de quoi s'agit-il exactement. Donc, ce dont il s'agit, c'est d'augmenter l'approvisionnement des biens et services, l'embauche du personnel, augmenter les retombées sur les secteurs non miniers, donc le secteur minier qui favorise à augmenter les retombées sur les secteurs non miniers. Il s'agit aussi de la transformation locale, du renforcement des capacités. Donc tous ces éléments constituent un peu le contenu local. En termes d'approche, il peut y avoir trois approches, trois manières de conceptualiser le contenu local. La première, c'est la géographie. Donc il s'agirait de dire que les biens et services sont rendus dans le pays en particulier, dans une zone spécifique. La deuxième, c'est la valeur ajoutée. Où est-ce que la valeur ajoutée, où est-ce qu'il y a le plus de valeur ajoutée par rapport à une certaine activité. Et la troisième, c'est la propriété, donc qui est le détenteur, participation dans des entreprises. Est-ce que ce sont les nationaux qui sont détenteurs donc de ces compagnies de biens et services. Donc on se rend compte également qu'il y a un certain nombre de contraintes, parce que depuis le temps qu'on parle des politiques de contenu local, on se rend compte que souvent que dans les faits, que les gouvernements se disent qu'il y a toujours beaucoup à faire et que sur les politiques ne réussissent pas nécessairement très bien. Donc il y a toujours un certain nombre d'efforts qui sont avancés pour essayer de trouver la bonne formule. Et il y a un certain nombre de conditions aussi, évidemment, qui doivent être mises en place pour permettre que le contenu local puisse réellement avoir lieu. Donc en termes de difficultés, peut-être qu'avant de parler des difficultés, je vais parler des différentes approches. Dépendamment de la législation, on peut avoir une approche souple. Donc on peut simplement recommander à ce que les entreprises utilisent des services et des biens locaux. Donc c'est l'approche plus souple. On peut aller, et ça c'est un peu dans le code de l'UEMOA, c'est un peu comme une recommandation qu'on utilise les services et les biens locaux. On peut aller sur des quotas. Donc ça c'est l'approche plus rigide. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces approches qui sont plus rigides portent leurs fruits? C'est une des questions qu'on peut se poser, parce que si on dit qu'il faut qu'il y ait, par exemple, l'approche des quotas, un certain nombre de nationaux dans une entreprise, ou bien de fournisseurs nationaux, etc., si le tissu industriel du pays concerné n'a pas assez de personnes, bien de personnes qualifiées, bien n'est pas en mesure de rendre des services, ou bien rendre des services au niveau demandé par la société minière en question, on se rend vite compte que ce sont des dispositions juridiques qui un peu tombent dans le vide. Donc ça, c'est en termes de défis. On peut peut-être parler des défis. Il y a le défi des ressources humaines, évidemment. Il faut des gens qui connaissent le métier. L'industrie minière, c'est une industrie complexe, spécialisée. Donc il faut des gens bien formés qui puissent donc prendre ces postes. Il y a la question, évidemment, de connaissance du secteur. Donc les sociétés qui souhaiteraient fournir des biens et services aux sociétés minières, des sociétés locales, quelquefois n'ont pas une maîtrise de la chaîne de valeur ou même de l'industrie minière en tant que telle, et pour vraiment savoir comment
se positionner. Et le troisième défi, qui est évidemment le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est le défi du financement. Donc ça, sans plus tarder, je vais demander aux personnes qui sont sur le panel de bien vouloir se rendre sur le panel. Donc je vais demander à M. Zongo Zéphirin, donc, qui est le spécialiste du contenu local et promotion des investissements au niveau du gouvernement du Burkina Faso. Je vais demander également à M. Stéphane Tapsoba, DGA de Coris Bank, de bien vouloir nous rejoindre. S'il vous plaît, M. Souleymane Koné, directeur exécutif de la Chambre des mines du Ghana. Et donc, ce qui est intéressant également, parce que ça peut donner une perspective d'un pays frère et un pays voisin, voir comment les choses se passent à leur niveau, et ainsi que Mme Priscille Zongo, directrice exécutive de la Chambre des mines du Burkina Faso. Donc, en termes de déroulement du programme, on va commencer par le premier sujet qui sera présenté par Coris Bank, et donc qui porte sur les solutions et les mécanismes de financement disponibles auprès des institutions financières, donc pour évidemment financer le développement local, excusez-moi, le contenu local. Donc, M. Tapsoba, je ne sais pas si vous avez une présentation. Non, c'est pas la peine. Je vais y aller directement. D'accord, donc merci maître. Bonjour à tous. Je remercie avant tout le ministère de l'Énergie et des Mines, la Chambre des mines du Burkina, ainsi que la Chambre des mines de l'Afrique de l'Ouest, pour l'opportunité qui nous est donnée en fait d'échanger sur ce sujet qui est très important pour nos économies et qui est une problématique qui touche véritablement au développement du secteur minier, que ce soit au Burkina ou dans toute l'Afrique de l'Ouest. Déjà, avant tout, je vais vous parler rapidement de Coris Bank pour vous dire qui on est, ce que nous faisons. Coris Bank est une banque qui est née au Burkina en 2008, qui est issue en fait de la transformation d'une institution financière qui s'appelait à l'époque la financière du Burkina en banque universelle. Nous accompagnons plusieurs types, on va dire, de projets, que ce soit dans le commerce, dans les infrastructures, dans les mines. Et depuis 2016, au niveau du Burkina Faso, nous avons la position de banque leader en termes de financement de l'économie et également en termes de présence sur le terrain. Coris Bank, c'est, en plus du Burkina, c'est une société financière qui s'est organisée autour d'une holding et qui est aujourd'hui présente dans 9 pays en Afrique de l'Ouest, dont nous couvrons toute la zone UEMOA, plus la Guinée-Conakry, qui est le premier pays hors zone UEMOA dans lequel nous nous sommes implantés. Je dirais depuis quelques jours, nous sommes, en plus des 9 pays que j'ai cités, nous avons également conclu un accord avec la Société Générale pour la reprise de leur filiale au niveau du Tchad. Donc nous sommes aujourd'hui dans 10 pays. Et nous sommes en discussion aussi, toujours avec la Société Générale, pour la reprise d'une de leurs filiales en Mauritanie. J'en parle parce que c'est une autorité française qui est dans la presse. Donc c'est une information aujourd'hui qui est disponible. Il faut dire en fait que Coris Bank, nous avons commencé à nous intéresser au secteur minier. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du Burkina,
avons accompagné d'autres sociétés minières. Il y a le projet Horizon Bomboré, que nous avons financé à hauteur d'environ 100-120 millions de dollars. Et c'est un financement que nous avons réussi avec RCF, Ressources Capital Fund, qui est une société en fonds d'investissement basée aux États-Unis, qui a également contribué à travers une enveloppe de 35 millions de dollars. Nous avons également intervenu à travers le financement de KGM, qui est Kouroussa Gold Mine en Guinée, à travers un financement d'à peu près 70 millions de dollars pour la construction de la mine, de la belle mine de Kouroussa en Guinée. Et récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, nous avons conclu avec West African Resources un financement à hauteur de 100 millions de dollars pour la construction de la future mine de Kiaka, située au Burkina Faso. Et ça, nous le faisons en partenariat avec Sprott, qui est un fonds d'investissement canadien. Ce sont des exemples que je donne. Pourquoi? Pour tout simplement vous dire que le financement des sociétés minières, c'est possible de le faire localement. Tous ces financements que nous avons réussi, nous étions en compétition avec des grandes banques, des banques qui, en termes, je dirais, d'historique de financement du secteur minier, ont davantage d'historique que correspond. Mais ce sont des deals que nous avons réussi à conclure. Pourquoi? Parce que, étant une banque présente sur place, avec des capacités de réaliser des due diligence plus rapidement, avec également une bonne connaissance de l'environnement, nous avons pu réussir à boucler en fait ces différents deals-là et au détriment, si je peux dire, en direct, de plusieurs banques internationales. En plus des grandes mines, nous accompagnons aussi les sous-traitants miniers. Sous-traitants miniers, que ce soit dans le domaine du mining, que ce soit en fait dans, on va dire, les produits chimiques, les pièces détachées, etc. Ce sont en fait des choses que nous pouvons faire et que nous faisons d'ailleurs. Et quand je regarde aujourd'hui en fait la salle, je vois effectivement certains qui sont clients chez nous, que ce soit au niveau du Burkina, mais également dans d'autres pays de présence en fait que j'ai cité tantôt. Alors le contenu local effectivement c'est, je dirais, c'est un sujet en fait qui revient en fait de plus en plus depuis quelques années. Mais ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, il y a des lois qui ont été votées, il y a des quotas qui ont été imposés. Je dirais ce qui est important surtout pour nous en fait en tant que banque, c'est déjà d'être rassuré en fait de la capacité de celui à qui nous prêtons de l'argent, de sa capacité à pouvoir exécuter en fait la prestation conformément à ce que la société minière demande. C'est extrêmement important parce que si vous exécutez la prestation, une prestation non conforme, vous livrez un produit qui est non conforme, vous ne serez pas payé. Donc si vous n'êtes pas payé, nous banquiers, on ne sera pas remboursé. Et forcément la mine va également rechercher en fait d'autres partenaires qui sont, je dirais, plus performants que vous. Donc il y a également, dans un premier temps, je dirais, la nécessité pour les entreprises locales de véritablement bien connaître, je dirais bien connaître le secteur, avoir une bonne maîtrise en fait de la prestation qu'elle doit exécuter, que ce soit dans le domaine du mining, que ce soit la qualité en fait des produits qui seront livrés. Et le deuxième aspect pour nous, c'est véritablement d'être rassuré également que si vous livrez en fait une prestation qui est conforme en fait à ce qui est demandé par la mine, que en retour en fait vous serez effectivement payé dans les livres de la banque. Donc il y a des expériences de contenu local qui existent et qui fonctionnent, et des expériences qui sont même antérieures aux lois qui ont été votées. Donc tout simplement pour vous dire que ce qui doit primer véritablement, c'est l'économie, je dirais la performance économique de chacune des entités. Et pour moi, en dépit en fait de tout ce que nous allons mettre comme quota, ce qui est très important, parce que ça donne une orientation. Avant tout, il faut que chacun des acteurs soit capable d'assurer, d'exécuter sa partition conformément en fait au cahier des charges qu'il demande. Donc je vais m'arrêter
Je vais demander maintenant au monsieur représentant du ministre des Mines du Burkina. Plutôt, j'ai dit que la politique de contenu local peut prendre un certain nombre d'orientations. Une orientation plutôt souple, une orientation plutôt contraignante. Je souhaite demander donc au monsieur le ministre des Mines, du ministère des Mines de nous parler un peu plus de l'orientation adoptée par le Burkina Faso, notamment au regard des arrêtés récents qui ont été adoptés, pour connaître un peu plus de précision dans nos échanges. Merci. Merci bien. Bonjour à tous et à toutes. Alors, juste préciser que je suis là au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, effectivement. Comme vous l'avez noté au début, le représentant du ministre, c'est bien M. Emmanuel Yambego, conseiller technique. Alors, pour ce qui concerne le Burkina Faso, pour aller vite, nous avons effectivement adopté une réglementation sur le contenu local. Déjà, je précise que concernant le Burkina Faso, c'est vraiment à partir du code minier que nous avons adopté en 2015 que la problématique du contenu local a été effectivement prise en compte de manière explicite dans notre réglementation. Bien avant ça, il y en avait parce que nous avons les conventions minières types qui effectivement prévoyaient la prise en compte du contenu local. Donc c'est pour ça tout à l'heure que vous relevez qu'il y a eu effectivement des expériences bien avant la prise des textes spécifiques concernant le contenu local. Donc à partir du code minier de 2015, effectivement, il y a une nouvelle orientation qui a été implémentée au niveau de notre pays. D'abord, nous avons pu adapter ce que nous avons appelé une stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier. Et au-delà de cette stratégie-là, au niveau de la réglementation, nous avons adopté une série de textes. Nous avons, par exemple, un décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Et ce décret aussi a un arrêté d'application. Et cet arrêté-là, en fait, définit une liste de biens et de services pour lesquels il y a des quotas qui sont définis et que les sociétés minières, leurs sous-traitants doivent respecter au profit des entreprises burkinabées. Alors, au niveau de notre réglementation, nous parlons de personnes morales burkinabées dans le sens où ce sont des entreprises dont le capital social doit appartenir au moins à 51% à des personnes physiques, à des personnes morales burkinabées. Donc, ce sont ces types d'entreprises-là qui doivent être bénéficiaires des quotas que nous avons définis au niveau de notre arrêté portant établissement de la liste de biens et services aux sociétés minières. Alors, il parlait de récents textes parce que cet arrêté, en fait, qui a été adopté pour la première fois en 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Alors, au niveau de notre réglementation, cet arrêté-là est révisable chaque année. Donc, quand on a dès qu'il y a la nécessité. Alors, la révision, c'est pour ajouter, soit pour ajouter des types de biens ou de services, ou alors pour revoir les quotas que nous avons fixés. Et je précise que ces quotas ont été fixés en tenant compte du cycle de vie du projet minier, c'est-à-dire en partant de la phase de recherche, d'exploration, à la phase de fermeture, en passant par les phases de développement, construction et les phases d'exploitation. Donc, en fonction du cycle du projet minier, les quotas sont définis pour tenir compte aussi de la réalité des opérations minières. Alors, effectivement, cet arrêté qui a été adopté, qui est entré pour la première fois le 1er janvier 2022, a été révisé. Il y a un nouvel arrêté qui a été adopté en fin décembre 2023 et qui est maintenant en vigueur. Et au niveau de cet arrêté, nous avons au total 77 items de biens et de services que les sociétés minières et leurs sous-traitants doivent respecter au profit des entreprises burkinabées. Et nous avons essentiellement 54 types en termes de services, nous avons 54 qui ont été listés. En termes de biens, nous avons 23. Donc, alors tout à l'heure, il parlait de réglementation souple ou réglementation rigide. Et en parlant de réglementation rigide, il a pris l'exemple des quotas. Donc, c'est comme pour dire qu'au Burkina, nous avons une réglementation rigide. Nous pensons que, c'est vrai, les quotas peuvent s'apparenter à une réglementation rigide, mais l'ensemble des acteurs sont conscients aussi qu'on ne peut pas du jour au lendemain obtenir un certain nombre de résultats. Et quand on prend la réglementation, par exemple, du Burkina, nous avons certaines flexibilités quand même qui ont été prévues. Nous avons, par exemple, les dérogations, puisque la réglementation
entrer en vigueur à une date donnée, mais les sociétés minières et les sous-traitants avaient déjà des contrats. Donc les sociétés minières et les sous-traitants ont la possibilité de faire des demandes auprès de l'administration en apportant les éléments justificatifs nécessaires pour pouvoir poursuivre avec ces contrats-là. Il y a aussi ce que nous appelons les autorisations d'approvisionnement, c'est-à-dire que lorsqu'une société minière ou un sous-traitant n'a pas la possibilité ou n'arrive pas à trouver une entreprise locale pour exécuter un marché ou une prestation, elle a la possibilité d'adresser une demande à l'administration des mines qui peut lui autoriser à, s'il y a un contrat avec une entreprise ne répondant pas aux critères. Donc nous avons prévu ces dispositions-là pour avoir une certaine flexibilité au niveau de notre réglementation. Alors à côté de cette réglementation sur la fourniture locale, nous avons aussi une réglementation sur les emplois, parce que les sociétés ont l'obligation aussi de respecter un certain nombre de quotas au profit des Burkinabés. Donc il faut promouvoir la fourniture locale, il faut promouvoir l'emploi des nationaux, et nous avons aussi la nécessité de promouvoir ce que nous appelons la propriété au niveau des sociétés minières, donc inciter davantage les Burkinabés à s'engager aussi dans l'exploitation minière, puisque rien ne l'interdit. Donc c'est pour cela que les acteurs comme Coris Bank en intervenant dans le financement, nous pensons aussi qu'à un moment donné, il pourra aussi accompagner certains autres acteurs à mieux opérer dans l'exploitation minière. Je pense bien sûr au Burkinabé. Donc voici un peu en termes de réglementation ce que nous avons au niveau de notre pays. Donc je vous remercie. Sur ma peut-être lecture de la politique, je retiens que la politique est à la fois flexible et rigide. La question que je peux vous poser, c'est quand on parle de contenu local, on parle souvent du renforcement des capacités. Donc la possibilité de trouver les services et les biens qu'il faut localement. Est-ce que dans l'approche préconisée par le Burkina Faso, il y a aussi ce volet pour s'assurer que la politique portera ses fruits? Merci bien. Effectivement, il faut tenir compte aussi des capacités des acteurs au niveau local. J'avais relevé au début de mon intervention qu'au niveau de notre pays, nous avons la stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier. C'est pour effectivement tenir compte de ces exigences-là, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs locaux puissent développer leurs capacités, parce que vous l'avez dit aussi en introduction, et monsieur le représentant du ministre aussi l'a dit, l'administration a pour rôle de mettre en place le cadre, la réglementation, mais il faut qu'on fasse aussi les acteurs puissent le faire. Au niveau de notre stratégie sur le contenu local, il y a des actions en termes de renforcement des capacités qui sont prévues. Nous mettons en œuvre ces actions en partenariat avec des acteurs, des organisations qui sont spécialisées dans l'accompagnement des entreprises. Par exemple, vous avez la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, nous avons la Maison de l'entreprise du Burkina, nous avons bien évidemment aussi la Chambre de mines qui est là et qui porte un certain nombre d'actions, et nous avons la fêtière des fournisseurs de biens et de services. À côté de ça, il y a des infrastructures qui sont envisagées aussi pour soutenir tout ce qui est contenu local. Nous avons un projet, la mise en place d'un entrepôt sous douane pour pouvoir faciliter en fait la fourniture de biens et services, de biens notamment aux sociétés minières. Nous avons un projet également, la mise en place d'une bourse d'achat locaux, donc dans le cadre de la fourniture locale, et tout cela vise à mettre en place le cadre des infrastructures pour soutenir la fourniture locale. Bon, il y a des actions en termes de renforcement des capacités, notamment en termes de formation, parce que tout à l'heure, je le disais, si on veut être accompagné par les institutions financières, il faut que ces entreprises-là aussi puissent répondre à un minimum d'exigences en termes d'organisation, en termes de fonctionnement. Donc il y a des actions d'accompagnement qui sont prévues et qui sont portées par des organisations telles que la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. À notre niveau, il y a la problématique du financement qui est extrêmement importante, parce que sans financement, il est clair qu'il y a des limites. Par exemple, au niveau de l'administration, il y a une étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds de garantie qui est actuellement engagé et qui est en cours. Et tout cela vise donc à permettre que la fourniture locale puisse être une réalité et que les entreprises locales puissent quand même répondre au mieux aux exigences des sociétés minières
et à la fourniture de biens et de services. Je vous remercie, monsieur. Je vais poser la même question à monsieur Koné, le représentant du Ghana. Le Ghana, c'est un pays anglophone avec une tradition juridique différente. C'est un des pays qui a, disons, le peu plus d'historique dans le secteur minier expérimenté, mais les réalités sont vraisemblablement les mêmes. Donc, quelle est l'approche que prend le Ghana par rapport au contenu local? Thank you very much for the opportunity. First, I really want to thank the Chamber of Mines of Burkina Faso, as well as the President of the ECOWAS Federation of Chamber of Mines, who is my boss. Thank you. It's well said, local content is very important. However, local content is not just a fire. It's a way of retaining value within each country where these mineral resources and other resources are actually found. And therefore, you would ask yourself, what would be the basis for this? And naturally, it has to come from legislation. It also comes from policy, overarching policy. If you look at the African Mining Vision, it speaks about the need for us to harness linkages, whether it is forward, whether it is side stream, whether it is backward linkages. And essentially, when you're looking at inputs into the mining industry, you're talking about backward linkages. And we have all realized the importance of harnessing these opportunities that mining companies generally are able to present to host countries. Otherwise, the real value of mining leak out of this country, whether it is Burkina Faso, whether it's Ghana, Nigeria, or resource countries. So it's important that we continue to harness these opportunities, ensuring though that local content really creates value within this country. It is not just by supply, it is not just by procurement. The Ghana Chamber of Mines is intentional by saying that we would support all endeavors that ensures that we have value retention, manufacturing, fabrication, provision of local services within the country. If you don't want to do any of this, then you cannot be our friend. So we do a number of things. Is it quality? Quality is important. Raising financing is important. We've done a number of initiatives, starting with especially quality, entering into an MOU with the Ghana Standards Authority from the get-go to say that we want to make sure that all supplies to the mining industry produced locally to meet the mineral requirements. That has some interesting successes there. However, we also recognize that financing is also a problem. What we do at the Ghana Chamber of Mines is repeatedly and constantly organizing engagements between suppliers, producers particularly, and the mining companies. So there's workshops, buyers and sellers from exhibitions on a regular basis. And in Ghana, we have legislation, like I said, in the last years. And if you're looking at finance as a major input, we have LI 2173, which came into being, I think, 2021, where government requires, the state requires that all financial transactions between mining companies and banks, 60% of this should have, minimum of 60% should be done with Ghanaian-controlled banks. Started off with about 20%, as we see now, it is 60%. So you can imagine the trajectory, all in a way to make sure that we retain value within the country. Now let's look specifically about financing, because that is the subject for conversation today. So at one of the regular workshops we held to review how member companies are actually doing relative to their procurement plans. So in Ghana we have, by legislation, what we call a procurement list. Started off with about 8 items on the procurement list. As at the beginning of last year, this has actually ballooned to about 50 items. So financing is one of them. And anytime we organize workshops, we really want to understand the constraints. Yes, we are talking local content, but what are the constraints? And repeatedly,
manufacturers will speak about the cost and access to finance. And so we decided that we were going to organize a workshop. We did a workshop, and it came to light that we could set up a committee made up of manufacturers as well as the mining companies themselves to see what kind of financing agreement we would be able to come up with. Naturally, we had to work with the Association of Banks, the Ghana Association of Banks. So we invited, effectively requested, putting through a tender to the Ghana Association of Banks to effectively democratize it amongst its members. So this was shared, circulated amongst its members. We set up a team, and the team considered the bids, the bids so presented by each of the companies. Based upon set criteria, effectively what we are looking for, it is not off-the-shelf financial solutions. We are looking for solutions which will serve the interest of manufacturers for the mining industry. We're able to shortlist and appoint 3 companies, 3 finance houses. About 2 or 3 years ago, we launched these financial services. We called this whole program the Chamber of Mines Mine Support Services Program. And since then, we have been working with these finance houses to really help making sure that we have, bespoke financial agreement to support the manufacturing base of the country. Over and above that, we've been having engagements with various, actors. Aguila Capital, they have done some beautiful work working with one of the member companies of the Ghana Team of providing engineering solutions to the mining industry. And once we identify opportunities like this, what we do is to open up for the rest of the membership of the suppliers of goods and services. And mark my word, it is not just naked supply, but manufacturing, because like I said, that is the watchword. So that these opportunities can be made available to these companies as well. Our expectation is that we have a lot more uptake going forward, so that other manufacturers and producers of various goods would also take advantage of this. Over and above that, we have been engaging with the African Development Bank. And the African Development Bank, under the aegis of the ECOWAS Federation of Chamber of Mines, of which Burkina Faso is a proud member. And as we speak, we have, I think, about 9 chambers within West Africa, regional mines in the ECOWAS Federation around the mines. And I am the executive director. I'm pleased and this report has actually been presented to ECOWAS. ECOWAS is actually going through the various processes, and hopefully in the next few months or so, this will be launched. It presents various opportunities for consideration within West Africa, where are the entrepreneurs who want to take advantage of these, raising money from within the region, West Africa, and producing, the various inputs which we believe sincerely from the bottom of our heart that we have a competitive advantage to actually produce. Over and above that, at a country level, we've also started engagements at the high level with Development Bank, Ghana. And there's a similarity between Development Bank Ghana and African Development Bank. Why? Because these are development banks and they are not commercial banks. We all know commercial banks, effectively they are deposits-taking institutions. You take a deposit, you make a deposit, tomorrow you want your money, you go for it. They are very, very hesitant to provide long-term financial arrangements for manufacturers and producers. So effectively, we are looking for financial houses which will provide patient capital to go through the process of product development, even up to eventual manufacturing. Here you need finance houses who will be patient with you, hold your hand through that difficult process. Working hand in glove with the mining companies, you try the products, you take it to the laboratory, you analyze it. If they don't fit for purpose, you don't give up, you go through the same cycle. All in a big, probably 2 years, 3 years, no revenue from this endeavor, but then you have a finance house which is patient because he knows that ultimately once this is done, you have a market, you would be able to pay for it. So yes, within Ghana, within our space, we're going to work more intimately with the Development Bank Ghana. But I believe that when you're looking for opportunities across borders, some of these inputs, like the president of the Federation of Team of Mines said, some of these markets are so small for individual countries.
And therefore, you need even financial houses which also transcend countries. And that's why the African Development Bank, I believe, if we are able to get bankable projects, we should be able to sit with them, and once we sit with them, we are more than convinced that they would be persuaded to actually provide the kind of funding that we actually need. So these are a few ideas I thought we should share amongst ourselves. And kudos to Burkina Faso Chamber of Mines for seeing the larger vision of a regional approach to this whole local context. You see, markets may be small, may be suboptimal, and ultimately if you are not careful, will be investors will say, this is suboptimal, this is not sustainable, and I'll continue to report. And it kills the whole idea of local content. It gets to a point where we need to look at the regional dimensions. Thankfully, the Model Minerals and Mining Law, as promulgated by the ECOWAS Commission, speaks to this adequately. Say that if you want to buy an input or you want to employ anybody as a miner, first and foremost, naturally you look into your country. If you cannot get this person or you cannot get this input, then your next port of call is not just to import from France or from UK or from wherever, but look within the region. So there's so much for us to do working together so that at the end of the day, we can retain that value within ourselves. I thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Kone. You made some very interesting points. And I'm going to ask some of the other panel members to actually give their input on that. So the first question I'm going to ask is to Mr. Stéphane. M. Kone a dit que l'approche des banques de développement et l'approche des banques commerciales n'étant pas les mêmes, il est quelquefois plus facile de se rapprocher des banques de développement. Par expérience, on sait effectivement que ce n'est pas toujours aussi facile de travailler avec les banques de développement. Quelquefois, le timing est plus long, quelquefois, les procédures administratives sont plus lourdes. En ce qui vous concerne, vous, en tant que banque commerciale, quels sont les principaux défis que vous voyez dans le cadre du financement du contenu local? Quels sont les types de garanties que vous recherchez habituellement? Et pour poser une question plus pragmatique, qu'est-ce que les sociétés qui demandent des financements peuvent faire pour être mieux positionnées quand elles viennent devoir pouvoir les obtenir? C'est pratique. D'accord, merci Maître Kaba. Donc effectivement, une des problématiques que l'on entend souvent, c'est que les banques commerciales sont frileuses. Les banques commerciales peuvent être réticentes à accompagner en fait les acteurs. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, le premier critère que nous regardons, c'est déjà en fait la capacité de celui à qui l'on traite de pouvoir exécuter le travail conformément en fait aux règles de la conformance qui est demandée. Comment est-ce qu'on le mesure? Ça peut être, on va dire, parfois difficile parce que le métier, ce sont en fait les mines, ce sont les prestataires, ce sont les clients en fait, qui le connaissent parfois mieux que nous. On va se baser en fait déjà sur son expérience dans le domaine. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un par exemple qui est un pharmacien de profession? Je n'ai rien contre les pharmaciens, c'est juste un exemple. Et aujourd'hui qui vient nous solliciter en fait pour la livraison en fait de cyanure pour une mine, pour le traitement du minerai. Alors on va forcément s'interroger sur sa capacité en fait à pouvoir livrer le bon matériel, à pouvoir en fait satisfaire la mine. On va regarder en fait son expérience. Donc tout ça c'est autant d'éléments que nous allons prendre en compte. L'autre aspect aussi qui peut souvent en fait poser problème. Très souvent en fait on sait que les mines souhaitent aller vite, ont des besoins qui sont souvent très urgents et on a parfois des acteurs qui souhaitent anticiper sans forcément en fait avoir le contrat derrière. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Nous en fait en tant que banquier, on peut avoir de la difficulté en fait à financer
une entreprise sans être sûr qu'en retour, on aura en fait les flux qui viendront justement rembourser en fait le financement que l'on a employé. Donc ça c'est la deuxième difficulté que j'avais relevée, c'est effectivement la maîtrise des flux. Quand on sait qu'une entreprise peut avoir effectivement la capacité d'effectuer le travail, mais en retour, il faut forcément que les flux arrivent derrière, justement pour faire face au service de la dette. C'est aussi souvent le cas quand on a affaire à un contrat qui ne couvre pas forcément toute la durée du financement demandé. Donc ça également, c'est un sujet qui, je pense, est connu. Souvent, il peut y avoir des contrats qui sont courts, mais quand on analyse en fait parfois la réalité économique du financement, on peut se dire en fait que le financement doit être délivré parfois sur une durée plus longue. Surtout quand on sait que les mines peuvent avoir des durées de vie qui vont parfois jusqu'à 10 ans. Donc pourquoi ne pas justement calibrer ces durées de vie de contrat-là avec justement les besoins de financement pour que tout le monde en fait soit à l'aise et puisse justement accompagner les différents acteurs pour le bénéfice des économies locales. Sur la question des garanties, alors ça c'est un sujet en fait qui est très variable, tout dépend. Ça peut arriver en fait qu'on finance parfois sans forcément aller avec des garanties dures comme ce qui peut être connu, tout ce qui est hypothèque, etc. Comme ce que je dis, les premiers critères que nous regardons, c'est la capacité de l'entreprise et c'est également la maîtrise des flux. Après, la question de garantie peut se discuter, on peut trouver des points en fait, on va dire, pour s'accorder, et bien en confort, mais n'est pas le premier élément en fait, que nous allons regarder pour justement l'accompagnement des acteurs. Donc effectivement, pour les banques de développement, les délais peuvent être plus longs. Je dirais en fait que là, on est en fait dans un domaine où on a en fait deux acteurs économiques qui souhaitent faire du business. Nous, en tant que banque, on a également des solutions de financement pour faire ce business-là. Donc, quand on se parle, justement, on doit normalement pouvoir trouver des accords pour que chacun trouve son compte et que ce soit les mines, que ce soit en fait les prestataires, les fournisseurs de services ou les banques, on soit chacun en fait à l'aise pour financer pour le bénéfice de tous. Donc, je m'arrête. Merci M. Stéphane. M. Koné a également soulevé la question de la taille. Il a dit que les marchés locaux sont quelquefois très petits, qu'il faudrait peut-être songer à élargir la notion de local à peut-être régional. Madame Songo, est-ce que vous pouvez nous parler de certains projets qui ont vocation à être à l'échelle régionale, qui entrent dans le contexte de la conversation que nous sommes en train d'avoir? Merci, Maître Kaba. Je suis très enrhumée, donc ma foi, c'est la part franchement très utile. Donc, pour les projets je pense que le président de la Chambre des Mines d'Afrique de l'Ouest a posé le problème. Donc, à l'échelle de certains pays, certains projets peuvent ne pas forcément être rentables. Et donc, du coup, il faudra qu'on s'interroge, qu'on a la capacité pour ces projets de projet, au lieu de rester micro dans chaque pays avec sa réglementation. Est-ce que nous avons la capacité d'élever le regard et de regarder l'espace communautaire et voir comment est-ce que nous pouvons avoir des modèles économiques autour de ces projets-là qui puissent aller chercher du financement, mais aussi avoir un marché plus large qui est l'espace communautaire. Alors, par exemple, au Burkina, on réfléchit, c'est vraiment une réflexion, ce n'est pas encore des projets où on a des fiches projets avec des possibilités de mise en œuvre, mais on a le potentiel dans certains pays. Donc, pour le cas du Burkina, moi je veux faire le potentiel du calcaire que nous avons. Donc, les géologues vous diront que nous avons au Burkina Faso du calcaire dolomitique. Donc, du coup, c'est la matière première pour produire la chaux. Et nous avons des jugements, un jugement important au Burkina, à quoi nous savons que les mines utilisent de la chaux vive et de la chaux hydratée. Si vous prenez seulement la consommation du Burkina, c'est autour de 3 millions, plus de 35 millions de consommation de tonnes par 35 millions de tonnes
par an pour toutes les mines au Burkina. Et quand si on veut avoir une vision de la consommation possible de toutes les mines dans l'espace communautaire, c'est autour de 200 millions de tonnes par an. Et si on multiplie par le prix de la tonne, on peut avoir une idée de combien ça coûte. Alors donc nous avons cette possibilité au Burkina de pouvoir traiter et faire en sorte que les cartels que nous avons. Alors donc les mines disent que certaines mines disent qu'il y a beaucoup trop de magnésium, d'autres disent qu'il y a beaucoup trop de calcium, et d'autres disent que c'est des silicium. Donc on a la possibilité, donc il y a des solutions, on a la possibilité de traiter ces cartels-là et de faire en sorte que ce que nous avons au Burkina puisse être utilisé par les mines du Burkina, mais aussi par les mines des autres pays. Mais pris individuellement, si on prend seulement la consommation du Burkina, ça peut ne pas être intéressant pour les financiers de regarder. Donc, est-ce que nous avons la capacité de lever le regard? C'est juste ça. Je pense que ce soir, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Ce n'est pas forcément que c'est des projets bien clés à main, mais est-ce que dans l'espace communautaire, nous avons cette capacité d'aller au-delà de nos pays et de regarder comment est-ce qu'on peut structurer des projets sur des avantages comparatifs que chaque pays dispose, parce que je pense que le Ghana dispose, la Côte d'Ivoire aussi, sur certains produits que les mines utilisent. Et est-ce qu'on a cette capacité d'aller mutualiser et structurer le grands projets de ce genre pour pouvoir fournir l'ensemble de l'espace communautaire? Je pense aussi, par exemple, aux tenues de travail. Donc, c'est peut-être banal, mais le marché du Burkina, ça fait 10 milliards de francs CFA. Donc, les EPI seulement, le marché du Burkina, c'est un petit marché, à mon avis, 10 milliards. Et pris à l'échelle de l'espace communautaire, donc quand je prends les 5 pays miniers, donc on est autour de, on a plus de 100 milliards. Alors donc si on est à plus de 100 milliards, est-ce que ça ne nous demande pas de regarder? Donc le Burkina, le Mali, nous avons le coton que nous cultivons. Nous pouvons avoir des structures de filature pour transformer le coton, faire du textile et coudre les tenues sur place. Je pense que c'est pas extraordinaire en fait. Mais ça nous prend d'aller au-delà et de regarder qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme avantage comparatif de chaque pays. Mais aussi de pouvoir utiliser cette production-là pour l'ensemble des mines qui sont dans la région. Voilà. Donc moi je retiens seulement ces deux projets, je peux continuer à en parler. Je ne sais pas si mes amis de la Côte d'Ivoire sont là, mais quand je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au charbon actif. Et je dis souvent à mes étudiants pour présenter que ce n'est que du coco brûlé à 180 degrés. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal qui souhaitent ajouter un mot sur cette question dans la salle. Non? Non, mais la réflexion est très intéressante parce qu'effectivement, la question de local, il faut se la poser. Ce que j'ai pu voir du nouveau code minier de l'UEMOA, c'est qu'il dit tout simplement que les pays membres pourront avoir une politique pour encourager le contenu local de chaque pays membre. Donc cette vision qui aurait pu être peut-être exprimée dans le cadre d'un code à vocation communautaire, ça n'a pas été le cas. Mais j'imagine bien que dans la mise en œuvre d'une telle politique, ce n'est pas facile politiquement de la mettre en œuvre. Il faut vraiment une vision, peut-être se focaliser sur certains axes pour ne pas que certains aient l'impression que le contenu local, au fait, on donne le marché aux pays voisins, etc. Donc, je peux peut-être vous poser la question, M. Stéphane. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, que des projets à plus grande échelle seraient plus faciles à financer de votre perspective? Comment est-ce que vous entrevoyez ce que Mme Sonko vient de nous expliquer? Alors, non, ce que Mme Sonko a dit, c'est effectivement une réalité. Et je dirais en fait, c'est dans son intervention, en fait, M. Soro l'a dit, le secteur minier est un secteur en fait à fort besoin capitaliste. Et effectivement, souvent en fait les projets sont des projets d'envergure qui demandent en fait la mobilisation de beaucoup de moyens, la mobilisation de beaucoup de ressources financières, beaucoup de logistique, également en fait des besoins en fait, qui peuvent être mutualisés justement pour développer en fait, pour justement mutualiser en fait certains avantages
que j'ai envie de dire en fait, c'est que cette question-là, elle est effective aussi pour l'aspect financement. Vous voyez en fait, quasiment tous les projets en fait, que nous avons accompagnés, tout d'entre eux, nous l'avons fait avec d'autres partenaires qui malheureusement en fait, ne sont pas forcément en fait, des partenaires de l'Union, des partenaires en fait, de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des fonds en fait, qui sont venus d'ailleurs. Mais les projets se déroulent ici. Donc, ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que on devrait travailler non seulement à encourager les projets communautaires, que ce soit en termes justement de mise à disposition de certains biens, certains services. Elle a pris l'exemple des tenues, elle a pris l'exemple de la chaux. Oui, pourquoi pas. Certains pays en fait, peuvent développer ces solutions-là pour l'ensemble de la sous-région. Mais également sur l'aspect financier. Pourquoi pas en fait pour la construction, je ne sais pas, de la future grande mine en Côte d'Ivoire, au Ghana, de l'Afrique de l'Ouest, pour comment faire face à ce besoin-là et avoir en fait un développement de ce besoin-là. Et à moi, je suis totalement en train de expliquer. Merci beaucoup. Je pense qu'à ce stade, à moins que M. Koné, M. Zéphirin a quelque chose à ajouter, j'allais demander à les gens si vous avez des questions, pour qu'on ait un échange assez rapide, parce que je pense qu'on est un échange assez rapide. Donc je vous laisse la parole. Merci, M. Koné. Thank you very much. I want to add that this is such an important conversation that we shouldn't stay here. The reality is that we are talking about another segment. The reality is that we are talking about another segment. So generally we talk about local content as mining. Generally we talk about local content. But the real guys who take advantage of this are not the real. But the real guys who take advantage of manufacturers, where the producers are various inputs. So it means that there's another body outside the conversation. Probably under the leadership of the president of the where is the ECOWAS team of highlights what the opportunities are. If we do well, highlight so that we don't just talk shop. So that and then we can also identify the finance bodies we want to so we can have a conversation with them. Highlighting some of these areas where each country has areas where we come to Ghana and find areas where drop of the heart convention, areas where drop of the heart convention. So once we put all of these together, then we challenge them to put all of these together. You understand? Otherwise, we just be speaking to each other and then finance house. Those who are to take advantage of these opportunities, those who are to take advantage of the conversation. Thank you very much. Monsieur Zéphirin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à la conversation? Simplement, je veux juste relever effectivement l'importance de la question du développement du métier industriel, comme Mme Zambon l'a dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, à notre sens, il faut que le contenu local puisse effectivement aller au-delà des questions d'importation que nous avons, donc faire en sorte que ça puisse aussi être un levier pour le développement industriel de nos pays. Donc, s'il y a des questions, on pourra apporter d'autres éléments de précision. Merci. Merci, monsieur. Donc, on va prendre 5 minutes pour un Q&A. S'il y a des gens qui ont des questions. Is there a mic? Excuse me, is there a mic for Q&A? Madame, merci beaucoup et félicitations pour ce panel sur le contenu local. Il suscite beaucoup de débats actuellement dans nos pays. Je suis Madame Diène Rokhaya Samba, la directrice générale du Service géologique national du Sénégal. Et je voudrais peut-être ajouter quelque chose à la réflexion par rapport au secrétariat technique contenu local. Donc, on parle de communauté,
dans chacun de nos pays. On est en train de créer des secrétariats techniques chargés du contenu local dans le secteur minier. Et je voudrais vraiment les exhorter, à l'image de la Chambre des villes, d'essayer d'aller ensemble pour créer quelque chose au nom de la communauté. Et je pense que là, on gagnerait beaucoup par rapport au projet dont Priscille a parlé. Parce que c'est vrai que chaque pays a sa spécificité. Vous avez la chaux, d'autres, vous avez le calcaire, d'autres ont le gaz, etc. Il y a les tissus. Mettre ensemble pour faire quelque chose au nom de la communauté. Et la question que je voulais poser, c'est par rapport au fonds de garantie. Le Burkina est en train de faire une étude de faisabilité pour un fonds de garantie pour accompagner le contenu local. J'aimerais bien savoir, le fonds d'appui au secteur minier, qu'est-ce qu'il peut faire pour ce contenu local-là? Parce qu'il y a des fonds qu'on tire des exploitations minières, sur les royalties. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre une partie de ces fonds-là pour financer le contenu local? Merci beaucoup. On va prendre une autre question et puis on va donner l'opportunité aux panélistes de répondre aux deux questions. D'accord, donc peut-être M. Merci bien, Madame la Directrice Générale. Alors, je note ce que vous avez dit par rapport à l'idée aussi d'arriver sur une forte organisation au niveau régional qui concerne les structures en charge du pilotage du contenu local au niveau des différents pays. Donc, ce sont effectivement des sujets qui peuvent être mis sur la table en termes de réflexion. Alors, ce qui concerne le financement du contenu local, le fonds de garantie du moins. Alors, effectivement, au niveau de notre pays, comme dans beaucoup de pays, nous avons des fonds qui sont mis en place à partir des ressources tirées de l'exploitation minière. Au niveau de notre pays, nous avons effectivement le Fonds minier de développement local qui est alimenté par une contribution des sociétés minières, mais également une partie des redevances qui sont collectées par l'État. Cependant, ce fonds-là est destiné essentiellement aux collectivités territoriales, donc les communes, les régions, et c'est uniquement destiné au financement des secteurs sociaux, donc tout ce qui concerne les services de santé, les infrastructures, dans le cadre des plans communaux de développement. Donc c'est vraiment exclusivement dédié au financement des collectivités territoriales. Nous avons aussi ce qu'on appelle le fonds de recherche, dont les ressources sont destinées à l'appui aux activités de recherche, mais également ce qui est renforcement des capacités de formation. Ce qui veut dire qu'au niveau de ces ressources-là, nous n'avons pas de fonds pour l'instant destinés à accompagner les entreprises en termes de financement. L'idée, c'est vraiment d'orienter ces acteurs-là vers les institutions classiques qui existent pour le financement. Bon, le fonds de garantie, c'est aussi pour les accompagner dans ce sens. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, des réflexions en termes de changement, de réformes à envisager. Pourquoi pas pour aussi faire en sorte qu'une partie de ces ressources-là puisse accompagner les actions de soutien aux entreprises nationales. Merci. Merci. La dame qui est là, qui soit d'avoir un microphone. Katia Tour-Dembélé, directrice générale adjointe de Sounou Assurance GRB Côte d'Ivoire. Ces débats sont très intéressants, mais je pense qu'il y a un aspect de l'économie qui est très important, qu'on oublie dans ce type de débat, où on parle de risque, où on parle de financement, on oublie les assureurs. Henry Ford a dit que sans assureur, il n'y aurait pas de gratte-ciel, parce qu'aucun ouvrier ne prendrait le risque de la carrière moderne, de tomber et de laisser sa famille dans la misère. Et ça, je pense que ça, on doit s'en souvenir dans nos pays. Là, aujourd'hui, on a des organismes qui sont capables de faire de l'assurance crédit, qui sont capables de prendre ce risque de crédit-là, pour que les banquiers puissent être à l'aise pour financer ce type d'investissement qu'on estime trop risqué pour le secteur bancaire. Et je pense aussi que cette réflexion doit être menée au niveau des pays. Comment mobiliser les assureurs? Et en Afrique, dans la zone CIMA, on a déjà un formidable outil d'intégration où on a une réglementation commune pour que
plus de 17 pays. C'est une réglementation commune. On a tout le terreau pour mettre ensemble des assureurs, pour mener des réflexions, pour qu'ils puissent prendre ce risque-là et permettre aux financiers de pouvoir financer ce contenu local-là et d'amorcer effectivement tous ces aspects qu'on a cités d'intégration régionale, sans quoi je pense qu'on aura du mal à s'en sortir. C'était ma réflexion. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de produits qui pourraient être utiles dans le contexte que nous venons d'évoquer? Je vais prendre l'exemple du COFAS, qui permet, qui est l'assurance crédit pour le commerce extérieur. Et ce sont des exemples qui ont été mis en place, qui ont été éprouvés et qui fonctionnent sur ces aspects-là. Et je pense que pour l'industrie minière, il y a aussi cette réflexion à avoir, mais au niveau des États, parce qu'aussi les assureurs aussi auront besoin d'une certaine garantie pour pouvoir y aller. Donc lorsqu'il y aura une organisation, lorsqu'il y aura un environnement favorable à ce que les assureurs prennent ce risque-là, ils n'auront aucun problème à mettre en place ces produits. Ces produits existent. Il faut juste les structurer pour l'industrie minière. Parce que quand on assure une industrie, il faut connaître, comme vous l'avez dit, il faut la connaître de l'amont à l'aval. Il faut savoir ce qui se passe, il faut connaître les intrants, il faut connaître les sortants. Donc tout ça, c'est des réflexions à mener et les assureurs sont capables de le faire parce qu'ils l'ont déjà fait sur d'autres secteurs comme le commerce extérieur par exemple. Donc je pense que ça peut être un exemple à prendre en compte. Je vous remercie, madame. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier l'ensemble des membres du panel pour leur excellente présentation respective. S'il vous plaît. Je vais demander aux membres du panel de bien vouloir rejoindre vos sièges et je vais demander à M. Améogo de bien vouloir monter sur scène pour nous donner